tête. Merci, frères et sœurs, de nous suivre dans ce nouveau live qui nous donne l'opportunité, depuis la semaine dernière, de vous présenter en compagnie de Kovi Reck-Miret les grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite. Nous avons déjà, dans ce cadre, eu l'opportunité de vous présenter 3 ouvrages. Je vais vous les rappeler. Nous avons commencé par Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Nous avons continué avec The Stolen Legacy de George James. Et nous avons fait le dernier live en début de semaine avec de l'égalité des races humaines de Anténor Firmin. Nous continuons aujourd'hui cette série consacrée aux grands ouvrages classiques de la Renaissance kémite avec l'ouvrage de Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization, dont le sous-titre est Great Issues of Race from 1500 BC to 2000 ED. Traduit en bon français, ce titre voudrait dire la destruction de la civilisation noire. On pourrait dire la destruction de la civilisation africaine. Et le sous-titre, on pourrait le traduire par grand débat, grands enjeux de race de 4500 ans avant Jésus-Christ à 2000 ans après. Cet ouvrage a été donc écrit par Chancellor Williams. Je vais, disons, de ce pas, commencer par la première des 10 questions qui seront proposées à Kovi Reck-Miret. Mais avant de vous présenter, disons, avant de vous présenter la première question, je dirais que je suis Narmer Zéo de Tameri Sematawi, librairie Kamite panafricaine. Nous sommes au 19 rue du Chalet, dans le 10e arrondissement de Belleville. Nous sommes joignables au 06 10 82 29 18 et vous pouvez aussi nous écrire par mail sur tameri75@aol.com. Notre page Facebook c'est Tameri Sematawi et notre compte YouTube c'est Tameri Sematawi. Alors, professeur Kovi Reck-Miret, merci de nous accompagner dans cette présentation. Merci. Qui est de ton initiative et qui vraiment suscite un engouement considérable depuis que tu as commencé à nous faire ces présentations. Pour aujourd'hui, la première question que j'aimerais, sur laquelle j'aimerais bénéficier, nous aimerions bénéficier de tes lumières est celle-ci. Qui était en réalité Chancellor Williams? Quelle formation a-t-il reçue? Et surtout, comment a-t-il conçu le projet de la rédaction de son ouvrage majeur, The Destruction of Black Civilization? Chancellor Williams était un Africain descendant d'Africains déportés et vivant aux États-Unis d'Amérique. Donc, en règle générale, on parle de nos jours d'un Africain américain. Mais si j'ai insisté sur ce point essentiel, à savoir la déportation des Africains, c'est parce que des Africains ont été arrachés à leur terre d'origine et ont été conduits à fond de cale de bateaux négriers jusqu'en Virginie. Et à cette époque-là, nous sommes au tout début du XVIIIe siècle, ces Africains venaient du golfe du Bénin, du Sénégal, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la Sénégambie,
et aussi du Mali. C'est-à-dire que la région que nous appelons l'ancien Soudan français, c'est-à-dire le Mali, essentiellement. Il y avait donc des ethnies, c'est comme ça qu'on convient d'appeler ces populations, mais nous ne les appelons pas des ethnies. C'est-à-dire ce sont des familles matrilinéaires africaines. Ce sont des familles matrilinéaires africaines. Venaient donc du Nigeria, c'est-à-dire de la côte qu'on appelle Kalabari, donc au Nigeria, venaient du pays Ibo, c'est-à-dire la famille matrilinéaire Ibo, et venaient aussi accessoirement de la famille Haoussa, laquelle famille est concentrée aujourd'hui au Nigeria autour de Kano et de l'ancienne région correspondant au sultanat de Sokoto, sous, effectivement, Ousmane Dan Fodio. Et donc, d'abord, il y avait aussi des Bambara, beaucoup de Bambara. Hein? Et ces Bambara étaient souvent des chasseurs. Des chasseurs au sens de la chasse rituelique africaine. Il ne s'agissait pas de gens qui chassaient juste pour manger la viande du gibier. C'était des gens qui chassaient parce que ça faisait partie des rituels initiatiques. Donc les chasseurs Komo du Mali avaient une confrérie très réputée sur laquelle nous reviendrons bientôt. Mais il y avait aussi beaucoup de gens venus de Gambie actuelle. Il n'est que de se rappeler le fameux roman qui a fait le grand succès littéraire que nous connaissons et qui parlait du personnage Kunta Kinte. Hein, Kunta Kinte étant un ancêtre, disons, il a retrouvé, c'est un ancêtre, disons, des Noirs américains, Kunta Kinte. Et donc, Racine, c'est-à-dire Roots de Alex Haley, a remis au goût du jour cette épopée. Racine a marqué un tournant dans l'histoire littéraire des Africains installés aux États-Unis parce que jusqu'ici, la référence, c'était un autre roman qui avait une autre connotation qu'on appelait la case de l'oncle Tom. Donc, entre la case de l'oncle Tom et les Racines d'Alex Haley, il y a trois grandes étapes dans l'histoire, disons, je dirais, l'itinéraire du peuple africain déporté aux États-Unis d'Amérique. La première histoire, c'est celle de la survie de ce peuple. Parce que le problème de la survie s'est posé immédiatement dès l'arrivée de ce peuple. Parce que ce peuple a été probablement un des peuples qui ont subi les plus grandes atrocités pendant la traite négrière sur laquelle nous allons revenir. Parce que les traumatismes charriés par la traite négrière sont omniprésents dans l'univers de Chancellor Williams. Donc, ce peuple a survécu d'abord physiquement. Comment survivre physiquement? Dans une région où l'espérance de vie était de 15 ans. Je dis bien 15 ans. Bien. Et qu'à l'âge de 15 ans, quand on vous observait, vous aviez le visage de quelqu'un de 82 ans ou 86 ans. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça. Ce sont les experts qui ont étudié la condition des Noirs durant la traite négrière aux États-Unis d'Amérique. La deuxième chose, c'est que là-bas, il n'y a pas de créole. C'est-à-dire, il n'y a pas un parler local qui puisse permettre aux Africains de se comprendre. Comme c'est le cas, manifestement, du créole haïtien, du créole guadeloupéen, du créole martiniquais et du créole guyanais. Accessoirement aussi de ce qu'on appelle le créole, si vous voulez, réunionnais. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce qu'on appelle le créole, ce n'est pas la langue française déformée par les esclaves africains. Ce sont des langues africaines qui ont subi des transformations morphosyntaxiques, lexicologiques et même, on doit le dire également, phonétiques. Vous voyez? Donc, cela revient à dire
que les Africains américains étaient dans des conditions de promiscuité telles que les populations africaines qu'on a réunies ne pouvaient pas se comprendre. Donc, en Haïti, on a réussi l'exploit de concentrer sur une même terre 60% de gens venus du Dahomey, du Togo et du Nigeria. Du coup, il y avait forcément une capacité de communication, n'est-ce pas? Ce ne fut pas le cas aux États-Unis, parce qu'on a mis des Bambara avec des gens venus de Calabar au Nigeria, et du coup, c'est la langue du maître qui a servi d'unique véhicule de communication entre la population, les différentes entités de la population servile. Il en résulte donc que le laboratoire de la déshumanisation du peuple africain déporté dans le Nouveau Monde, c'était les États-Unis d'Amérique. Hein? Cela revient à dire aussi que ces Noirs américains n'avaient que deux manières de survivre, c'est-à-dire de sauver